ما حصل اليوم هو جريمة بكل المعاني لا يمكن الصبر أو السكوت عليها. What is clear currently is that he did have a prior heart condition that could have influenced the outcome. But what is most important, what we are actually invested in today, is trying to contain the situation. حركة حماس تعتبر أن رد الطبيعي لهذه الجريمة هو تعزيز الوحدة الوطنية واتخاذ إجراءات ضرورية في مقدمتها وقف حقيقي للتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك هذه القيادة تجتمع هذه اللحظات وأقول بصراحة كل الخيارات مفتوحة. Vendredi 12 décembre 2014, bonjour à tous et merci d'être avec nous. On se réveille en douceur ce matin avec le sommaire de cette émission. Divergence autour du rapport d'autopsie des équipes israéliennes et palestiniennes à la suite de la mort de Abu Ziad Ain, haut responsable palestinien. Hier, des milliers de Palestiniens sont venus lui rendre hommage. Ces funérailles ont eu lieu en présence des plus hauts dignitaires de l'autorité palestinienne. Puis après le nouveau bloc de gauche annoncé par Yitzhak Herzog et Tzipi Livni, nouvelle formation au centre semble se dessiner. À 3 mois des élections législatives, on le verra, les alliances se forment et la campagne électorale semble bien avoir débuté. Et enfin, le procès de Viviane Amsalem, coproduction franco-israélienne nommée parmi les films sélectionnés pour le Golden Globe du meilleur film étranger, qui retrace la bataille de Viviane Amsalem pour obtenir son divorce religieux face à un tribunal rabbinique. On y reviendra en fin d'émission avec Laetitia Lorelli. Alors rebonjour, il est 8h à Tel Aviv et c'est l'heure d'accueillir Daniel Haïk. Bonjour, analyste politique pour i24 News, également Maurice Fergan, bonjour, rédacteur en chef pour i24 News. Alors avant de revenir justement sur la mort de ce responsable palestinien et des conséquences qui ont suivi cet événement, on part à Athènes où des tirs ont eu lieu cette nuit. 15 tirs contre une ambassade israélienne en plein centre d'Athènes en Grèce. Donc 15 balles ont été tirées. Selon le porte-parole israélien du ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Narshon, aucun blessé. Mais une enquête est désormais en cours pour définir s'il s'agit d'un attentat terroriste et bien sûr pour retrouver les auteurs de cette attaque. S'il s'agit bien d'un attentat terroriste, eh bien ce sera la première fois depuis 2012 à New Delhi qu'on s'en prend à une ambassade, enfin un immeuble diplomatique israélien à l'étranger. Alors Daniel, j'aimerais qu'on dise un mot rapidement sur cette attaque, parce que c'est donc la première fois depuis 2012 que des tirs sont lancés en direction d'un immeuble israélien. Il est difficile pour l'instant de savoir qui peut être responsable de ce genre d'attentat. Il y a toutes sortes d'options possibles. Il y a en Grèce, il y a des mouvements d'extrême droite qui sont très puissants comme Aube Dorée. Et il y a aussi des mouvements d'extrême gauche qui ont été retenus pour responsables de tirs contre des représentations diplomatiques à Athènes même, il y a de cela quelques années. Il y a aussi des possibilités que ce soit des organisations terroristes islamiques. Toutes les options sont ouvertes. Je ne veux pas prononcer, on ne peut pas savoir qui est responsable de cet attentat, mais en tout cas, cela prouve qu'il y a une sorte d'effervescence aussi contre une réaction anti-israélienne aussi en Europe. En Europe, bien sûr. Enfin, en tout cas, une enquête est désormais en cours et on vous en dira plus, bien évidemment, quand on en saura plus sur cette attaque. Alors, on va passer à la revue de presse avec vous, Maurice Fergan. Et ce qui fait les gros titres de la presse israélienne, c'est encore une fois les conséquences de la mort de ce responsable palestinien Abu Ziad Ain. Exactement, Éléonore, toujours l'enterrement de Ziad Abu Ain à la une de tous les quotidiens. Et on va commencer par Haaretz qui titre sur le dilemme de Mahmoud Abbas. Alors, en quoi consiste ce dilemme ? Soit stopper carrément la coopération sécuritaire avec Israël, soit
poursuivre sa politique de reconnaissance de la Palestine auprès des institutions, des organismes internationaux. Alors, le quotidien Haaretz affirme que la première option, celle de stopper la coopération sécuritaire avec Israël, bénéficierait avant tout à Israël, puisque finalement, le gouvernement Netanyahou pourrait dire, vous voyez, regardez, il n'y a rien à faire avec l'autorité palestinienne, ils ne veulent pas coopérer en matière de sécurité. Faut dire que Mahmoud Abbas, selon le quotidien, est l'objet d'énormes pressions au sein du Conseil national palestinien, au sein du Fatah et aussi au sein de l'OLP pour cesser cette coopération. Alors, seconde option, laisser passer, maintenir la coopération sécuritaire, affirme le quotidien, et poursuivre finalement la campagne auprès des organismes internationaux et notamment du Conseil de sécurité des Nations Unies pour obtenir une reconnaissance. Alors, dans ce contexte, les États-Unis, eux, commencent à douter de l'utilité d'imposer leur veto au sein du Conseil de sécurité, un veto jusqu'à présent automatique. Les États-Unis maintenant sont en train d'étudier une possibilité, affirme Haaretz, d'adopter la proposition française qui serait une reconnaissance, disons, modérée, qui établirait simplement un calendrier pour un retrait des territoires occupés sans préciser sur quelles frontières et avec quelle capitale. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'administration Obama a compris, affirme Haaretz, qu'elle ne peut plus stopper unilatéralement la campagne diplomatique palestinienne auprès du Conseil de sécurité si elle veut préserver sa coalition des pays arabes contre Daesh en Irak et en Syrie. Voilà, ça c'est pour le quotidien Haaretz. On passe maintenant au Jerusalem Post. Au Jerusalem Post qui titre sur une déclaration de Yair Lapid affirmant que finalement le Premier ministre Netanyahou n'a pas de vision politique. C'était hier lors d'une réunion d'ambassadeurs organisée par le Jerusalem Post à Jérusalem. Yair Lapid a déclaré qu'après s'être assis pendant plusieurs mois avec Benjamin Netanyahou au sein du cabinet de sécurité, il est évident que le Premier ministre ne sait pas où il veut aller et ne sait même pas où il mène le pays. Alors, ce que je voudrais surtout, c'est insister sur un encadré à la une du Jerusalem Post, toujours sur le plan diplomatique. Le Jerusalem Post affirme qu'Israël condamne la volonté de la Convention de Genève 4 de réunir ces instances le 17 décembre prochain afin d'examiner la situation dans les territoires palestiniens. Alors, il faut savoir ce que c'est la Convention de Genève 4. Elle a été signée en 1949, après les atrocités commises par le régime nazi. Elle n'a été réunie que 2 fois jusqu'à présent, en 1999 et en 2000, et chaque fois pour évoquer la situation dans les territoires palestiniens. Alors, le porte-parole des Affaires étrangères affirme que cette Convention de Genève, que la Suisse, qui abrite la Convention de Genève, doit être neutre et apolitique. Or, c'est le cas contraire en ce moment. Alors, on passe à la situation politique maintenant en Israël. Avec Israël Hayom, alors Israël Hayom, finalement, s'en prend à la presse. Le Premier ministre affirme que la presse mène une campagne délibérée pour mettre la gauche au pouvoir. Rappelons qu'Israël Hayom est quand même un quotidien israélien proche du gouvernement. De Benjamin Netanyahou. Ouais. Surtout pas du gouvernement, disons de Benjamin Netanyahou. Alors le Premier ministre a ouvert hier la campagne par une attaque frontale donc contre les médias, une campagne de presse sans mesure contre Likoud et sa direction, affirme-t-il. Une seule question dans cette campagne: qui va conduire le pays? C'est ce que veut mettre en avant Benjamin Netanyahou. Alors, toujours merveille des sondages, s'interroge Benjamin Netanyahou, comment 13 sièges pour le Parti travailliste et 3 pour Atnoua font 24? C'est la question que pose le Premier ministre. Même Einstein, affirme l'éditorialiste d'Israël Hayom, se serait étonné de cette nouvelle loi de la relativité. Et rappelons que selon les derniers sondages en date, effectivement, la nouvelle formation qui allie Yitzhak Herzog et Tzipi Livni obtiendrait 24 sièges, donc plus que le Likoud, en tout cas selon les derniers sondages. Encore une citation, si vous voulez, de Israël Hayom, un parti sans mandat qui s'allie à un parti qui depuis longtemps a perdu la boussole, et la presse fait la fête au nouveau couple comme s'il s'agissait des noces du prince Williams et de Kate Middleton. Vous êtes d'accord, Daniel Haïk? Il faut comprendre une chose, c'est-à-dire la presse, si Israël Hayom existe et s'il est populaire, c'est parce que la presse israélienne... D'abord c'est parce qu'il est gratuit, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est parce que la presse israélienne s'est focalisée contre Benjamin Netanyahou au cours des 15 dernières années et en a fait une cible
massive régulièrement. Comme n'importe quel leader. Oui, mais peut-être même un peu plus. C'est-à-dire quand on lit le Yediot Aharonot, on comprend qu'il y a quelque chose de plus contre Binyamin Netanyahou. Il y a une forme de volonté de lutter contre Binyamin Netanyahou de la part de certains médias, de certains journalistes, de certains faiseurs d'opinion. Et donc l'existence d'Israël Hayom, c'est-à-dire si Israël Hayom existe, c'est aussi beaucoup parce que la presse israélienne a développé une sorte de pensée unique anti-Binyamin Netanyahou qui n'a pas eu véritablement d'impact, puisqu'on voit que Binyamin Netanyahou est là depuis longtemps. Mais enfin, c'est-à-dire, c'est de bonne guerre. En tout cas, c'est ce que Binyamin Netanyahou a déclaré hier en disant que tout le monde était contre lui et que cette campagne prenait des airs de campagne anti-Likoud, anti-Binyamin Netanyahou. C'est-à-dire, Binyamin Netanyahou a l'habitude de parler comme ça. Il y a une formule très célèbre de Binyamin Netanyahou, Em Mefachadim, à l'époque, contre la presse israélienne. Ils ont peur, la presse israélienne a peur de moi. Et donc, ça fait partie d'une campagne électorale naturelle, normale. Bon, on va continuer en tout cas avec Yediot Aharonot et vous allez voir le quotidien titre sans pincette. Aucun des candidats ne prend de gants et certainement pas les deux principaux. Herzog, Livni ont débuté hier leur campagne. Tenez, Maurice. Merci beaucoup. Prenez un peu d'eau. On va avoir tout le temps de parler d'Herzog et Livni. C'est le matin. Herzog et Livni ont débuté hier leur campagne dans les localités de la périphérie de la bande de Gaza pour s'adresser au public mécontent de l'opération Bordure Protectrice qui n'a pas achevé ses objectifs selon surtout la droite israélienne. Ils sont rendus à Gaza, dans la frontière, dans les localités périphériques de la bande de Gaza, pour s'adresser au public qui n'était pas satisfait de l'opération Bordure Protectrice, du résultat de l'opération Bordure Protectrice, affirmant que eux savaient lutter contre le terrorisme. Réponse du Likoud. Ils savent comment commencer leur campagne. Voilà, réponse du Likoud selon Yediot Aharonot. Les Israéliens diront qui est le mieux placé pour assurer la sécurité. Écoutez Benjamin Netanyahou, Tzipi Livni et Yitzhak Herzog qui veulent céder, se rendre ou évacuer, ou Netanyahou qui lutte contre le Hamas et Daesh sans céder aux pressions internationales. On va finir avec Maariv. Maariv s'intéresse à ce qui s'est passé à l'intérieur du Parti travailliste à 48 heures de la décision de Tzipi Livni et d'Herzog de mener une liste conjointe avec une rotation. Alors 48 heures avant l'annonce de l'alliance, le groupe parlementaire travailliste s'est réuni à la Knesset et là, les députés ont voulu poser des questions à Herzog. Qu'est-ce que c'est que ces rumeurs? Qu'est-ce qui se passe? Eitan Kabel, le président du groupe parlementaire, et Herzog ont refusé d'aborder la question. Non, c'est pas le moment. Finalement, sous la pression du député Bar-Lev, ils ont accepté d'en discuter. Bar-Lev a mis les pieds dans le plat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on nous raconte? Il y aurait une alliance. Et puis, donc Herzog a dû admettre qu'effectivement, il était en train de discuter, mais que rien n'était fait, que le débat était clos. Il n'était pas question d'en discuter. Mais finalement, Bar-Lev a posé la question qui a fait mal à Herzog. Comment vous prenez vos décisions? Moi, d'où je viens, a-t-il dit, c'est-à-dire l'armée, on avait l'habitude de travailler en équipe et de se consulter. Ici, apparemment, personne ne consulte personne. La députée Michael Biran, elle aussi, c'est pas Livni qui nous renforce, a-t-elle dit, elle n'est qu'un faire-valoir pour Herzog, pour vous dire comment les députés travaillistes considèrent Tzipi Livni et cette alliance. Alors pour Herzog, le débat est clos, rien n'est encore conclu, a-t-il dit. 2 jours plus tard, les députés travaillistes apprenaient finalement qu'il y avait une alliance entre Herzog et Livni. Alors une anecdote amusante, c'est que, bien sûr, il y aurait eu aussi tractation entre Yair Lapid et Tzipi Livni, mais Yair Lapid aurait refusé ce principe de Premier ministre par rotation. Donc, il faut avouer que c'est un véritable cadeau que Yitzhak Herzog a offert à Tzipi Livni, ou en tout cas, Tzipi Livni s'est très bien débrouillé pour faire valoir, en fait, amener sa dot personnelle politique, parce que finalement, effectivement, Tzipi Livni on va dire, elle était au bord du naufrage politique. Son parti risquait de ne pas passer le seuil d'éligibilité, et donc finalement, c'est vrai qu'elle représente quelque chose, Tzipi Livni, elle a un certain prestige dans la communauté internationale, mais il y a au sein du Parti travailliste aujourd'hui des gens qui s'interrogent et qui disent que peut-être que finalement le fait d'avoir cédé si facilement à Tzipi Livni remet en cause une certaine forme de leadership de la part d'Yitzhak Herzog. Dire comment Yitzhak Herzog peut, avec un parti qui a entre 13 et 15 mandats, offrir autant à un petit parti. Et puis il y a deuxièmement un ressentiment aussi qu'il faut comprendre de la part des responsables
responsables travaillistes, c'est que les deux acolytes de Tzipi Livni, les deux lieutenants de Tzipi Livni qui doivent rentrer dans la liste électorale du parti, en fait, sont des traîtres au parti, puisqu'ils ont quitté. Il s'agit de deux anciens secrétaires généraux du parti, Amir Peretz et Amram Mitznah, qui sont tous deux des anciens secrétaires généraux du parti, qui sont allés à Atnoua, qui ont quitté le parti pour aller à Atnoua. Et dans cette classe politique, dans cette jungle politique israélienne, on n'aime pas vraiment les gens qui sont des transfuges et qui surtout reviennent après en essayant d'avoir des places acquises. On y reviendra de toute façon en deuxième partie d'émission, mais avant j'aimerais qu'on revienne sur le premier dossier dont Maurice nous parlait il y a un instant. Il s'agit des funérailles nationales qui ont eu lieu hier, des funérailles de Abou Ziad Ain, haut responsable palestinien mort au cours d'affrontements avec l'armée israélienne. Hier, des milliers de Palestiniens se sont déplacés pour assister à ces funérailles. Et vous allez le voir, côté palestinien, les réactions ont été vives. Regardez ce sujet, signé Léa Berdugo. Funérailles nationales pour Ziad Abou Ain, ce haut responsable mort mercredi après des affrontements avec l'armée israélienne. Les plus hauts dirigeants palestiniens sont présents. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, son premier ministre Rami Hamdallah et un Saeb Erekat plus accusateur que jamais. Netanyahou ne peut pas continuer à traiter l'autorité palestinienne sans aucun respect. Il ne veut pas continuer à vouloir une occupation sans conséquence. Il y a une étape majeure à mettre en place. Il faut que le gouvernement israélien prenne ses responsabilités en tant que puissance occupante. Quelques minutes après l'enterrement, des heurts éclatent entre Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes. Jets de pierre contre tirs de gaz lacrymogène. Les esprits s'échauffent car pour un grand nombre de Palestiniens, Ziad Abou Ain est la victime d'un acte criminel. C'est ça le terrorisme d'Israël. Ils ne cessent de nous tuer et vous pouvez voir la manière dont ils ont tué le martyr Abou Ain. Ils nous maintiennent en état de siège. L'autopsie d'Abou Ain a été conduite conjointement par des médecins jordaniens, israéliens et palestiniens. Tous s'accordent à dire qu'il est mort d'une crise cardiaque, mais la cause de la crise est sujette à débat. Le décès est le résultat, et je tiens à le souligner, d'une attaque. Il a été victime d'une attaque et ce n'est pas une mort naturelle. La cause du décès est le manque de sang dans le cœur à la suite d'une hémorragie interne au niveau de l'artère coronaire causée par un traumatisme, un état qui résulte de la colère et de l'anxiété. Un traumatisme qui a pu être causé par une altercation avec un garde-frontière israélien. Pour certains responsables palestiniens, Ziad Abou Ain est mort à la suite de l'inhalation de gaz lacrymogène et de coups portés par les soldats, ce qui n'est pas l'avis des médecins israéliens. Nous sommes d'accord sur les résultats et sur l'interprétation de ces résultats. Il y a des questions qui demeurent à propos de certains hématomes et de certaines blessures au niveau de la bouche du patient qui ont pu être causées par la tentative de réanimation ou bien par un traumatisme. Cette mort pourrait entraîner de sérieuses conséquences. Les Palestiniens envisageraient une suspension de la coopération sécuritaire avec les autorités israéliennes. Voilà, on aurait pu penser à Ali Waket, bonjour d'abord. Vous êtes consultant A24 News et spécialiste du monde arabe. Vous venez de nous rejoindre. On aurait pu penser qu'une autopsie conjointe entre des équipes médicales israéliennes et palestiniennes aurait pu apaiser un peu les esprits, mais on l'a vu, c'est pas du tout le cas. Non, il n'a pas apaisé. Au contraire, les Palestiniens, depuis hier après-midi, parlent du fait que les deux docteurs palestiniens et jordaniens étaient d'accord qu'il y avait des blessures physiques qui a aggravé la situation de Ziad Abou Ain, qui souffrait déjà de problèmes de cœur, mais selon les Palestiniens, c'est clair que les blessures physiques ont accéléré la situation et ont fait de sorte qu'il était décédé, non pas par crise cardiaque. Il y a une unanimité auprès de trois docteurs que M. Abou Ain souffrait de problèmes de cœur, mais le fait que la confrontation et la tension que cette confrontation a suscité a aggravé sa situation. De toute façon,
Eleonore, je ne pense pas que, même si l'autopsie clarifiait le fait qu'il était décédé de crise cardiaque, ça n'aurait pas vraiment changé. L'autorité palestinienne voulait utiliser cet incident pour augmenter la pression sur Israël. Et d'ailleurs, on entend depuis le décès le mot-clé, la suspension de la coopération sécuritaire. Je vais clarifier. Sur le terrain, cette coopération continue. J'ai vérifié ça hier soir. Ça continue presque d'une façon normale, comme ça a été le cas avant le décès de M. Abouin. 2, ça vraiment ne dépend pas de l'autorité palestinienne, puisque les salaires des hommes de sécurité de l'autorité palestinienne sont versés par l'Union européenne et par les États-Unis, et les Palestiniens n'ont pas vraiment le choix de pouvoir arrêter cette coopération. Et 3, le Hamas rêve du moment que l'autorité palestinienne arrête la coopération sécuritaire avec Israël, tout à fait. Et 4, il faut voir le contexte plus général. Les Palestiniens se sentent un peu violés diplomatiquement par la France. La France, avec la Grande-Bretagne et l'Allemagne, essaie de présenter au groupe arabe, aux Palestiniens, une initiative alternative à l'initiative arabe, plus modérée, une initiative où les 2 ans ne sont pas une date butoir comme le veut les Palestiniens, mais une date cadre pour les négociations, non pas pour arriver à un accord, mais pour terminer les négociations sans mentionner le mot accord. Et là, les Palestiniens veulent voir un accord au bout de 2 ans. Donc, pour augmenter un peu le prix, pour améliorer un peu leur position dans ce marchandage avec les Européens, les Palestiniens soulèvent cette question de la coopération sécuritaire. On en parlait il y a un instant, justement. On a l'impression que Mahmoud Abbas est un peu pris au piège entre la pression internationale, puisque la Jordanie, l'Égypte, mais aussi les États-Unis l'ont appelé et lui ont demandé de poursuivre cette coopération sécuritaire, et de l'autre côté, le bruit de la rue et des responsables au sein de son propre camp, Djibril Rajoub et Saïb Arikat, qui sont exprimés en faveur de l'interruption de cette coopération sécuritaire. Finalement, quel camp pensez-vous qu'il va choisir ? L'opinion publique palestinienne, et le Hamas, et les autres factions palestiniennes qui lui demandent de suspendre. Il faut comprendre, le Fatah, Abu Mazen sont vus par une très grande majorité de la population palestinienne comme des collaborateurs d'Israël, et que cette collaboration avec Israël n'a rien apporté aux Palestiniens depuis les accords d'Oslo. Il y avait la guerre de Gaza, que Abu Mazen a essayé de s'en sortir de cette crise dans l'opinion publique palestinienne, en accusant le Hamas d'être responsable, d'apporter ces dégâts sur les Palestiniens à la bande de Gaza et sur la cause palestinienne. Mais tant que si cette situation continue, Abu Mazen ne pourra pas résister trop. Au sein du Fatah, il y a Mohamed Dakhlan qui l'accuse totalement d'avoir vendu la cause palestinienne pour ses intérêts, pour ses propres intérêts, les intérêts des enfants des fils de M. Abu Mazen, qui sont des grands businessmen dans l'autorité palestinienne. Le Hamas pour des raisons politiques. Donc Abu Mazen, il est dans une situation très délicate. Il ne peut pas permettre de voir les rues de la Cisjordanie s'enflammer sans pouvoir réagir. C'est pour cela les consignes de l'autorité palestinienne et l'alerte dans laquelle sont mises les services de sécurité palestiniens ont un seul but, de calmer la situation, surtout qu'on est à quelques heures avant les prières de vendredi. Alors, calmer la situation, Israël aussi a un rôle à jouer dans cette configuration. Qu'est-ce qu'Israël peut faire justement pour calmer les tensions ? Premièrement, concernant les intérêts de Mahmoud Abbas, il y a 2 intérêts pour lesquels Mahmoud Abbas se doit de maintenir cette coopération sécuritaire. Le premier, d'abord, il faut le rappeler, cette coopération sert Mahmoud Abbas. On se rappelle que pendant la guerre, le Shin Bet est arrivé avec un rapport sur le fait que Mahmoud Abbas était menacé, risquait d'avoir... Il y avait eu des menaces de putsch contre Mahmoud Abbas. Et le deuxième, c'est les élections en Israël. Et il est clair qu'aujourd'hui, un embrasement de la Judée et de la Samarie, de la Cisjordanie, ferait le jeu de Binyamin Netanyahou. Or, il est clair que Mahmoud Abbas, dans la constellation actuelle, ne veut pas faire le jeu de la droite israélienne. On a vu des précédents, en particulier à l'époque des attentats suicides de 95-96, qui ont finalement fait le jeu, alors qu'on était après l'assassinat d'Yitzhak Rabin, qui ont fait le jeu de Binyamin Netanyahou à l'époque. Donc c'était dans l'intérêt de Mahmoud Abbas de tout faire pour que le calme revienne en Judée et en Samarie. Pour que ça ne profite pas Binyamin Netanyahou au cours des prochaines élections. Vous êtes d'accord, Ali Moukeb ? Eleonore, je veux dire quelque chose qui, malgré toute la situation, pour moi était un peu amusant ces dernières 48 heures. Les Palestiniens ont discuté, si jamais
un embrasement de la situation pourra porter atteinte à Monsieur Sécurité Benjamin Netanyahu et donc l'affaiblir dans la campagne électorale, ou au contraire, est-ce qu'un embrasement pourra servir la propagande du Likoud dans la campagne électorale, et les Palestiniens ont choisi la deuxième option. Il faut calmer la situation pour qu'elle ne serve pas Benjamin Netanyahu. Donc il y a des calculs très froids. Une opportunité de changement dans ces élections israéliennes à venir? Non, la vérité c'est qu'ils ne voient pas une possibilité de changement parce qu'ils lisent les sondages israélien. Et malgré le fait que Livni Herzog devance Benjamin Netanyahu, il voit que le bloc de la droite continue à être majoritaire, mais il pense que les signes qui vont envoyer par les électeurs israéliens à M. Netanyahu, avec le soutien européen et occidental janvier prochain, feront de sorte que le nouveau gouvernement israélien sera obligé d'entamer de vraies négociations, non pas sur la base de gérer le conflit, mais d'essayer de le résoudre. Alors un mot sur les réactions internationales suite à cet événement. Est-ce que vous pensez que finalement, après des événements de ce type, ça légitimise encore plus la proposition des Palestiniens de se rendre dans des institutions comme la Cour pénale internationale ou ratifier la Convention de Genève auprès de la communauté internationale? Écoutez, je ne pense pas. Je pense que quelque part, on est en train d'assister aussi à un développement intéressant de la part de la communauté internationale, l'initiative des Français, et puis les propos de l'administration Obama qui ne semble plus opposer automatiquement son veto. Cela aussi, il faudra le prendre, c'est-à-dire on est rentré effectivement dans la campagne électorale en Israël, et il faut considérer une bonne partie des réactions de la communauté internationale aussi par rapport à cette campagne électorale. Daniel, le fait que M. Kerry a appelé Netanyahou à Rome pour une visite urgente, rencontre urgente. Donc les Israéliens ne peuvent plus compter sur le veto américain? Non, ce sont des indices, ce sont des avertissements, des mises en garde de la part de la communauté internationale et qui sont adressés à la population israélienne, pas au-dessus de son leadership, de dire attention, nous sommes prêts à tout faire pour relancer les négociations, pour éviter qu'il y ait des initiatives unilatérales de la part des Palestiniens, mais à condition que les Israéliens fassent le travail et amènent un gouvernement qui soit capable de négocier ensuite. Ça veut dire tout sauf Netanyahou, si on peut parler comme ça. Et c'est possible, vous pensez que la reprise des négociations, dans le cas où il n'y ait pas, où Netanyahou ne soit pas le prochain chef de l'État israélien, est-ce que ça voudrait dire une reprise plus facile des négociations de Palestine-Israéliens? Il y a un processus très intéressant qui s'est passé ces derniers mois. Les Américains ont investi des heures supplémentaires. Si au début du terme de ce gouvernement, les Américains ont investi des heures supplémentaires avec Yair Lapid pour essayer d'établir un signe ou un élément de gauche ou de paix dans ce gouvernement. Ces derniers mois, ils ont travaillé, ils ont fait le même travail avec Avigdor Lieberman. Maintenant, est-ce que Lieberman peut être celui qui peut fournir la marchandise demandée par la communauté internationale, un vrai processus de paix? J'en doute, mais les Américains et les Européens pensent que ces élections donneront la signe à un nouveau processus de négociation. Merci Ali Waken, merci Daniel Haïk et Maurice Fergan. On se retrouve dans quelques minutes. On parlera des nouvelles formations et des nouvelles alliances qui semblent se former. Yitzhak Herzog, Tzipi Livni et bien d'autres. C'est dans quelques minutes, juste après le journal. De retour sur le plateau du Morning. Merci d'être toujours avec nous. On accueille ce matin Michel Kishka. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Écoutez, le ciel était bleu quand je suis arrivé. Je sais pas si il est un peu gris là. Ouais, le temps a tourné. Je suis désolée, Michel Kishka. Vous êtes auteur de bande dessinée de caricatures politiques. Oui. Et on va commencer les dessins de la semaine avec ce cliché antisémite qui fait beaucoup de dégâts en France. Hein. Oui, on parle des événements de Créteil. En fait, c'est déjà une vieille nouvelle. Parce que c'est une histoire qui a 10 jours, je pense. Mais bon, finalement, cette semaine, les journaux français étaient pleins de témoignages, notamment de l'ami de ce jeune de Créteil qui a été agressé sexuellement aussi. Et puis les 3 suspects coupables, ils ont reconnu, sont arrêtés aussi et interrogés. Donc
j'ai pas pu m'empêcher de faire un dessin là-dessus, parce qu'il y avait plus d'informations, il y avait plus de choses à dire. Et finalement, je trouve que dans cette phrase qui a fait écho dans tous les médias français, que les Juifs gardent leur argent chez eux, cette espèce de cliché qui remonte à Hitler et même à avant Hitler, cette manière dont les Juifs sont dépeints, cette espèce d'antisémitisme primaire et primitif à la fois. Et là, c'est la première fois qu'on va chez quelqu'un, dans le domicile de quelqu'un, parce qu'il est juif et parce qu'on pense après qu'on va trouver de l'argent. Après avoir bien observé quelles voitures ils ont et quels sont leurs horaires, ce n'était pas un acte spontané, c'est un acte qui a été calculé par des amateurs, finalement. Il y a eu en même temps une arme à feu, il y a en même temps tout ce qu'il fallait pour cambrioler et prendre de l'argent, plus une agression sexuelle. Alors, moi, évidemment, en tant que dessinateur, je n'ai pas pu m'empêcher de faire ces trois larrons qui déclinent cette phrase en disant chacun une partie de la phrase, un tenant un flingue, l'autre un pied de biche et l'autre un sexe. Voilà, c'était une manière d'exprimer mon dégoût de ce qui est en train de se passer, de ce genre d'événement qui, finalement, je ne le vois pas suffisamment condamné dans la société civile française. Je ne parle pas de la classe politique, je parle de la rue. On descend dans la rue en France pour des tas de choses qui se passent ici, et c'est comme si c'était tout à fait normal et banal qu'il y ait des actes antisémites en France, et ils se répètent et se rapprochent de plus en plus, et franchement, il y a de quoi s'inquiéter. Les politiques israéliennes, à présent, face au nouveau couple, Binyamin Netanyahou essaye lui aussi de se trouver un compagnon de fortune ou d'infortune. Là, voilà, on en parle beaucoup sur ce plateau, évidemment, et on va encore en parler jusqu'au mois de mars. On est dans une campagne électorale. Et moi, j'ai un dessin que je vais replacer. Tant qu'il restera intéressant, je le réutiliserai. C'est Bibi en Tarzan avec Bennett. Précurseur, hein, Bennett sur lui. Parce qu'à mon avis, parce que c'est comme ça que ça va se finir avec Netanyahou, il va conserver Naftali Bennett. Quoi que décide Uri Ariel, il a l'assurance de Bennett, et Bennett n'arrête pas de monter. Et Uri Ariel, je lui donne pas longtemps. Franchement, alors que Bennett, malheureusement, parce que je suis en total désaccord avec lui, monte. Et finalement, il y a cette espèce d'alliance nouvelle qui est intéressante. Mais vous savez, les périodes électorales sont justement les occasions d'alliance qui se terminent. Voilà. Et souvent, les nouveaux venus ou les nouvelles alliances gagnent un certain nombre de voix, un certain électorat qu'ils perdent en cours de route. Celle de Binyamin Netanyahou et Bennett risque de gagner pas mal de voix. On leur prête plus de 30 disons que finalement, finalement, quand on prend et Netanyahou et Bennett, et disons la droite et la droite religieuse nationaliste, je ne voudrais pas dire extrême droite, mais pour moi elle est extrême, c'est ce que pense la majorité des Israéliens. Ils représentent ce que la rue israélienne ressent. Je le déplore, mais c'est la réalité. Vous êtes d'accord, Daniel ? C'est vrai qu'il y a un fort noyau dans la population israélienne. Ces 40 députés qui représentent un tiers de la Knesset, potentiellement, sont des députés de ce que l'on peut appeler la droite idéologique, sioniste religieuse, nationaliste. Effectivement, c'est un bloc extrêmement solide. C'est le socle du précédent gouvernement, du gouvernement sortant. Ce que je veux dire, c'est que concernant les sondages, on a beaucoup parlé ces derniers jours, on a parlé il y a quelques instants de ces calculs, comment 13 députés du Parti travailliste plus 3 ou 4 on va y revenir un peu plus tard, mais on a les sondages ici. C'est-à-dire, là aussi, il faudra comparer ce qui est comparable. Il faut comparer les blocs. Aujourd'hui, il y a un bloc de centre-gauche, il y aura probablement un bloc de centre de droite, ou même de droite nationaliste, et un bloc de droite nationaliste. Qui semble se dessiner hier, et il y a un bloc de centre aussi. Lapide, Victor Lieberman mais par exemple, le bloc Lapide, Bennett-Netanyahou, pourrait obtenir au départ 40 mandats. Donc 40 mandats face au bloc de Livni-Herzog. C'est plus pesant, en tout cas, par rapport lorsque le président de l'État devra choisir. Il reste en tout cas 3 mois avant les élections. Il y a encore beaucoup d'événements. Il y a encore une chose à dire sur le dessin précédent, c'est que disons que le duo Bennett-Netanyahou ont aussi un charisme, chacun séparément et ensemble, que n'ont pas, malheureusement, Livni et Herzog. En tout cas, je me tiens aux faits objectifs. Et c'est pour ça que Netanyahou dit Herzog et Livni n'ont aucun charisme, et Bennett lui répond c'est vrai, et toi tu m'as moins. Donc voilà, et en plus, toi tu m'as moins. Tout est dit, et on verra le jour du scrutin si j'ai eu raison. Allez, on revient sur ce rapport qui a suscité un tollé cette semaine aux États-Unis, celui sur les méthodes de torture de la CIA, de l'agence de renseignement américaine. Oui, vous savez, d'abord il y a une sénatrice américaine très courageuse, Dianne Feinstein, voilà, qui est vraiment montée au créneau avec toutes les conclusions de ce rapport, qui sont des conclusions accablantes.
Et c'est surtout la manière dont la CIA a menti, en fait. Sa non-transparence. D'abord, vous savez, les ordres qui avaient été donnés à la CIA au niveau des tortures dans les interrogatoires après le 11 septembre avaient peut-être quelque part, à ce moment-là, une certaine raison d'être, d'accord ? Je pense que tous les États torturent, que tous les États ont des interrogatoires musclés quand il est question de leur sécurité intérieure. Personne, surtout après les attentats du 11 absolument, septembre, personne ne peut véritablement faire la morale là-dessus aux États-Unis à cette époque. Mais finalement, c'est resté. C'est ça qui semble déranger le plus, c'est que ça a été complètement institutionnalisé. Absolument, absolument. Et on a eu des échos de ce qui s'est passé à Abu Ghraib, et des images et des selfies qu'ont fait des soldats américains et des bourreaux. Finalement, voilà. Donc ce rapport met tout en lumière. Évidemment, ça reporte tout au gouvernement Bush, d'accord ? Mais quand même, peut-être que Obama a la responsabilité directe de ne pas avoir mis vraiment de l'ordre à l'intérieur de ce qui se passait. C'est vrai que son agenda était un peu ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai dessiné Bush en bourreau, parce que c'est de lui qu'il est question, en tout cas de son gouvernement, son administration, avec une affiche wanted donc, à cette Dianne Feinstein, d'accord, dead or alive, Bush s'en fout, qu'elle crève, voilà, et finalement, il y a 2 posters au mur, I love Abu Ghraib et Visite Guantanamo, voilà, donc il y a le guide de la torture du CIA, voilà, tout est dit, et on va l'envoyer à Bush Shabbat. Hein, on va passer à cette comparaison qui ne va sûrement pas mettre tout le monde d'accord sur ce plateau, mais allons-y, cette comparaison que vous établissez cette semaine. Oui, tout simplement, vous savez, la semaine médiatique, elle a été mobilisée autour de la mort par étranglement de Eric Garner à New York et de cette fameuse phrase qu'il a dite 40 fois pendant que le policier l'étranglait, I can't breathe. Et on a vu des tas de stars et de joueurs du NBA et de vedettes hollywoodiennes qui ont ce t-shirt, des gens qui se sont couchés dans les rues de New York. On comprend très bien. Moi, vous savez, je ne dis pas que c'est la même chose. Non. Mais je pense que je n'ai pas pu m'empêcher, en tant que caricaturiste qui réagit par association d'idées et d'images, de mettre en rapport la mort de ce Ziad Abu Ain, qui n'aurait pas dû aller à cette manif parce qu'il était cardiaque et diabétique. Il aurait mieux fait de rester chez lui et de continuer à faire. Ses médecins lui avaient dit de ne pas aller aux manifestations. D'un autre côté, quand on est policier dans une manifestation comme ça, on ne met pas des gants. Hein. On ne met pas des gants et c'est sûr que... D'ailleurs, au début de l'autopsie qu'il y a eu avant-hier, les 3 médecins palestiniens, jordaniens et israéliens étaient d'accord sur le fait qu'il est arrivé malade dans une situation... Je suis heureux de l'entendre dire 80% d'obstruction de... Oui, tout le monde s'accorde à dire qu'il avait des conditions de base déjà fragiles. Évidemment, on lui fait des funérailles royales, et je peux très bien comprendre que ce soit récupéré, il faut mettre un peu les choses en place, mais disons que I Can Breathe se met dans les 2 cas, et je ne dis pas que c'est la même chose, mais je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison. Non, je pense qu'il faut dire, aucun cas, on peut vraiment pas comparer 2 cas différents dans des contextes différents, dans des conflits, dans des situations sociales totalement différentes et politiques différentes. Mais effectivement, je suis content d'entendre Michel dire qu'effectivement, il y a eu un commun accord au début concernant l'autopsie de ce Ziad Abu Ain, et qu'après, finalement, comme ça s'est produit il y a 3 semaines avec l'autopsie de ce Palestinien qui avait été retrouvé pendu dans un autobus, et bien le médecin légiste palestinien a modifié sa version, peut-être sous la pression de certaines autorités. Et donc, il faut être prudent concernant la responsabilité d'Israël dans la mort de ce ministre. D'accord, mais je veux dire aussi autre chose qui peut-être ne va pas te plaire, Daniel, oui. C'est que dans la manière dont les manifestations sont traitées par la police, quelque part, les Palestiniens d'Israël sont un peu parallèles aux Noirs d'Amérique. Voilà, il y a les Palestiniens d'Israël, c'est-à-dire la population arabe israélienne, ou les Palestiniens dans le cas de la manifestation, d'accord, ce sont des Palestiniens de Cisjordanie qui ont voulu planter un olivier tout près d'une implantation parce qu'ils étaient contre l'élargissement de cette implantation. C'était un acte, au départ, qui était pacifique. La manière dont une manifestation comme ça est prise en charge par la police ou la police militaire, d'accord, elle ressemble un peu à la manière dont la police, dans des tas d'événements qu'il y a eu ces derniers mois aux États-Unis et ces dernières années, à Ferguson et Pakistan. Les 2 sont Israël. Par exemple, les Américains, la police est américaine. La police de réagir face aux Palestiniens d'une part. Les Américains. Daniel, juste qu'on s'entende. Vous parlez de la manière qu'a la police de réagir face d'une part aux Afro-Américains aux États-Unis et aux Palestiniens en Israël. Oui, je pense que. Il faut être très précis, Michel. Il y a la population, lorsqu'on parle
de même citoyenneté. Une citoyenneté américaine, des manifestants américains qui sont face à des policiers américains. C'est une situation, un contexte particulier. Des Palestiniens qui ne sont pas israéliens, qui sont en Cisjordanie face à des policiers ou des soldats israéliens. C'est un autre contexte. On est dans un contexte de conflit. Ce n'est pas du tout le même cas de figure. Et il faut même faire la différence avec les manifestations à l'intérieur du territoire israélien. Lorsqu'il y a eu, par exemple, des émeutes dans le secteur arabe israélien, des citoyens arabes israéliens face à de la police israélienne, on ne peut pas traiter de la même manière ce cas de figure que le cas de figure dans les territoires. C'est tout à fait différent. Allez, on va passer à un autre sujet. On vous en parlait. Tu as raison, mais dans la première intifada, messieurs, je suis désolée, mais on doit passer à un autre sujet. On va changer de sujet. On va continuer. Voilà, je sais que c'est un sujet qui suscite beaucoup de réactions et beaucoup d'émotions, mais nous allons revenir à cette période préélectorale qui est elle aussi riche en événements. Et j'aimerais avoir votre avis, Daniel Haïk. Yair Lapid a hier dit que finalement ces élections se joueraient entre un bloc de centre-droite, enfin de droite, ce qu'il appelle la droite radicale, et un bloc de centre dont il fera partie. Benyamin Netanyahou lui dit que ça se jouera entre la gauche et la droite. Finalement, entre qui et qui ces élections vont se jouer? Il est clair que ce seront des élections autour de blocs. Pour deux raisons. D'abord parce que le seuil d'éligibilité a été élevé à 3,25% et donc il faut on revient à un système tripartite. Oui, on essaye naturellement. Je donne un exemple. Les partis orthodoxes qui auraient pu se présenter séparément aujourd'hui vont se rassembler. Les partis arabes israéliens qui jusqu'à présent se présentaient séparément vont être obligés de se rassembler. Il y aura un front uni arabe-israélien qui d'ailleurs, c'est intéressant, ce sera un phénomène à étudier. Il est possible que les Arabes israéliens renforcent leur représentativité à l'intérieur de la Knesset en réussissant à s'unir. Donc il y a là une constellation. Et puis aussi pourquoi? Parce que au lendemain des élections, il y a un homme qui va avoir un rôle déterminant, c'est le président de l'État, Reuven Rivlin. Il va devoir choisir qui est le leader qui est capable de former la coalition la plus large et la plus solide possible. Et là aussi, à ce moment-là, les blocs auront un rôle important. Donc maintenant, quels sont ces blocs? Il va y avoir de multiples options de blocs. C'est-à-dire tant que on parlait du bloc qui est déjà acquis de Livni et d'Herzog. On a parlé il y a quelques instants de Netanyahou, Bennett. Maintenant, Lapid, Carlon, il peut y avoir... On peut dire que on a ramené l'ordre dans le système politique israélien. Au lieu d'avoir plusieurs partis isolés, on a maintenant 3 gros blocs. Vous êtes d'accord, M. Kishko? Oui, moi je pense que c'est une très bonne chose pour la politique israélienne dans l'ensemble. Il y a beaucoup trop de partis dans ce pays. Et ce seuil d'éligibilité qui a été remonté force, en fait, ces partis qui étaient des partis de niche, en fait, finalement, à annoncer la couleur et à faire un choix qui est un choix politique, qui est un choix social. Et à mon avis, c'est pas une mauvaise chose dans la durée. Il y en a un qui est d'accord avec vous, c'est Yair Lapid. Pour lui aussi, ces blocs, ces alliances ont réussi à restaurer l'ordre dans le système politique israélien. On va tout de suite l'écouter. Yair Lapid, chef du parti Yesh Atid. L'union entre le Parti travailliste et le Parti Hatnoua aura au moins eu le mérite de faire de l'ordre dans le système politique israélien. Il y a dorénavant à gauche le Parti travailliste et le Meretz, et à droite le Likoud et Bennett qui se radicalisent de plus en plus. Et puis il y a le centre. Les prochaines élections ne se joueront pas entre la gauche et la droite, mais la droite et le centre. C'est au centre que se situe l'opportunité d'un réel changement dans l'économie israélienne, dans la société israélienne, dans la politique israélienne. C'est au centre que les choses bougent. J'appelle tous les citoyens à aller voter aux prochaines élections. Merci. Alors on a bien compris, c'est une équation à 3 inconnus finalement. Mais le problème, c'est que lui, il a aussi sa responsabilité. C'est-à-dire que les choses soient claires. Effectivement, dans le passé, dans la société, dans l'échiquier politique israélien, les choses étaient très claires. On a parlé de rotation cette semaine entre Livni et Herzog, mais il y a eu entre 84 et 88 un gouvernement de rotation il y avait une parité totale entre la gauche à l'époque et la droite. C'est-à-dire, c'était tout à fait clair. Il n'y avait aucun cas de figure possible pour qu'il y ait un bloc supérieur. Il a toujours voulu revenir justement à cette parité entre la gauche et la droite. Effectivement, mais le problème est que justement au centre, on a vu depuis 20 ans, on a vu surgir à chaque fois ce que j'appelle les messies du centre, les messies des acteurs de l'échiquier politique israélien qui jaillissent comme des étoiles filantes,
on les voit, ils deviennent puissants à un certain moment, comme l'a été Lapid avec 19 mandats, et puis ils s'écrasent. Lapid ne va pas peut-être s'écraser maintenant, mais il va s'écraser dans une ou deux Knesset. Et donc, cette union Herzog nous montre que c'est la fin de... Messieurs, on va devoir s'arrêter, restez avec nous, on revient dans quelques minutes juste après le journal. À tout de suite. Il est 9h12 à Tel Aviv, merci d'être toujours avec nous. On accueille ce matin Laetitia Loreni, bonjour, et Betsabé Salem. Bonjour. Bonjour Betsabé, on va faire les 5 clics, 5 infos avec vous. On prend la direction des États-Unis avec ce rapport de la CIA qui continue de faire des vagues. Oui, d'autant que le patron de la CIA en personne, John Brennan, a reconnu hier que certains agents avaient effectivement utilisé des méthodes interrogatoires répugnantes après le 11 septembre. Alors les médias, et notamment bien sûr les médias américains, ont mis le paquet ces dernières 48 heures. CNN, par exemple, publiait hier le pire du rapport des agences contre les agences de sécurité. La CIA a mis en scène au moins 2 exécutions simulées, ce qui constitue bien évidemment une pression psychologique extrêmement forte. Et puis parmi les techniques sympathiques de la CIA, la manipulation alimentaire, la nudité, les douches froides, les privations de sommeil pouvant aller jusqu'à 180 heures. Un prisonnier est presque mort lors d'une noyade simulée. Et il n'y a pas en plus que ce rapport qui choque aux États-Unis. RFI notamment se penche sur les célébrités qui se mobilisent contre les bavures policières. Et oui, cette histoire n'est pas finie. Après les affaires de Michael Brown à Ferguson, Eric Garner à New York, et bien beaucoup de célébrités, et en particulier des sportifs, profitent de leur statut pour faire entendre leur opinion, comme la star de la NBA, LeBron James. Et il n'y a pas que des sportifs qui se joignent. Justement en première partie d'émission, le I Can Breathe de Garner qui s'est fait... Ouais. Allez-y, continuez. Et alors, le rappeur Dizzy Dossier est allé rencontrer ce mercredi le gouverneur de New York pour demander des réformes. Allez, on part en France à présent. On parle d'un sujet extrêmement sensible. Le président de la République française, François Hollande, doit s'exprimer aujourd'hui sur l'euthanasie. Exactement. Alors en France, les médias attendent avec pas mal de tension. C'est perceptible dans la presse. Dans la presse, l'annonce d'une nouveauté sur la législation, donc en matière d'accompagnement des personnes en fin de vie. Alors après que 2 députés UMP et PS auront présenté les conclusions d'un rapport parlementaire, François Hollande, à 10h heure locale, s'exprimera. Or, Le Monde rappelle qu'en 2012, il s'était engagé dans des conditions précises et strictes, un droit à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Alors déjà, le site d'Europe 1 demande: êtes-vous prêt à rédiger votre testament médical? Puisque selon les fuites qui courent dans les médias, c'est l'équivalent donc de ce testament médical qui serait institué, permettant à chacun de dire en avance son opposition à tout acharnement thérapeutique. Un testament qui s'imposerait aux médecins, bien évidemment. Un choix un peu plus léger. Vous allez nous parler de Valérie Trierweiler, pour changer. Pas si léger que ça. Elle pèse lourd, cette dame. Après l'homme qui valait 6 milliards de dollars, la femme qui vaut 2 millions d'euros, ironise le Figaro. Elle peut désormais se considérer comme doublement millionnaire grâce aux milliers et milliers d'exemplaires vendus de son ouvrage. On a compris comment ça s'appelait. Merci pour ce moment. Alors elle se retrouve même propulsée, attention, devant le prix Nobel Patrick Modiano. Que l'on s'en réjouisse ou non, commente le quotidien français après 3 mois. Celle qui vient d'être sacrée reine des ventes en librairie pour l'année 2014, donc va également pouvoir porter la couronne du battage politico-médiatique. On a bien compris le fait de son ouvrage. C'est pas le chef-d'œuvre littéraire cette fois que les Français récompensent. Allez, on passe de Valérie Trierweiler à Bruce Lee sans aucune transition. Voilà, et plutôt à sa version afghane, ça va vous plaire. Les filles, le Guardian nous présente le personnage de Bruce Hazara qui fait littéralement fureur sur place en Afghanistan et dans le monde, en faisant quoi? Il imite Bruce Lee. Ainsi, Abbas Alizada, 20 ans, déchaîne les passions sur sa page Facebook. Il a 50 000 followers sur Twitter. Il apparaît sur Al Jazeera. Les médias du monde entier parlent de lui. Reuters est même allé sur place à Kaboul pour l'interviewer. D'ailleurs, il a dit à Reuters qu'il aimerait être une star d'Hollywood. Alors, je vous propose qu'on le regarde en mouvement. Voilà, vous allez me dire si ça vous plaît.
Allez, on se quitte sur un mot d'écologie. Alors, c'est Courrier International, en France toujours, qui plaide en faveur des animaux moches. Attention, et oui, des chercheurs, c'est pas drôle du tout, Laetitia, des chercheurs ont mis au point une formule afin que toutes les espèces soient protégées, même les moches. Et oui, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les pubs, forcément, des grandes organisations de défense des animaux, on trouve les pandas, si mignons, les tigres, superbes, et les chimpanzés qui nous ressemblent tellement. C'est pas moi qui le dis, c'est Courrier. Sauf qu'à en croire le Zoological Society of London, ce ne sont pas les espèces les plus menacées. Les espèces qui sont les plus menacées, ce sont celles qui sont particulières. Quelquefois, elles sont moches, vous avez compris. Alors, avec un exemple, avec un exemple de rongeur qui devrait attirer plus notre attention, c'est le cagnou, un rongeur du Laos. Et oui, et pourtant, il n'est pas si moche que ça, entre nous. Il existe depuis 44 millions d'années. Si vous avez quelques cagnous en trop, Éléonore est prête à en recevoir quelques-uns chez elle. Non, merci, mais merci, Betsabé. Allez, si vous vous baladez dans les rues de Tel Aviv et que vous passez par le quartier d'Armani, vous tomberez forcément sous le charme de ce nouveau boutique-hôtel. Il s'agit du Norman, un style éclectique qui rappelle les années 40 en Israël. Laurent Tolila est parti le visiter pour nous. Regardez son reportage. Je suis Olivier Ochen, Managing Director de The Norman Tel Aviv, un hôtel-boutique dans le centre de la ville de Tel Aviv. L'hôtel fait partie d'une chaîne qui s'appelle Small Leading Hotels. SLH nous apporte beaucoup de clients qui ont, eux, une affinité pour les petits bijoux qui existent autour du monde. Écoutez, l'histoire du Norman, c'est très spécial parce que ça avait démarré avec The Dolphin House. Dans ces jours, le Dolphin House, entre les années de 52 et 63, aurait été l'hôtel de luxe des années 50. Donc le fils du propriétaire du Dolphin House aurait rétabli ce luxe avec un bel hôtel boutique qui est vraiment défini, une classique boutique au standing global, parce que c'est à comparer avec des grands hôtels de luxe du monde. Et ça fait que c'est un peu, je dirais pas un caprice en tout, mais c'était vraiment un projet émotionnel parce que c'était à la base à continuer le luxe que son papa avait déjà démarré dans les années 50. Cette époque, entre les années 20 et 50, il y aurait eu l'influence qui terminait l'influence ottomane et l'influence coloniale anglaise. Donc les architectes d'intérieur auraient rétabli un sens de colonialisme, disons, dans le dessin. Et beaucoup d'influences sur les meubles viennent du nord de l'Europe, donc un peu nordique, scandinave, tout en ayant un goût très chic. Beaucoup de gens rentrent dans l'hôtel et disent « Ah tiens, ça a un feeling un peu londonien. » Donc c'est de rappeler un peu ce chic qui parfois n'existe pas à Tel Aviv et de le mettre en forme résidentielle. Donc quand on rentre dans la réception de l'hôtel, on se croit un peu chez soi. Et The Norman redéfinit le luxe, redéfinit un peu l'art du service, dont les Israéliens sont connus pour être très hospitaliers, très serviables, curieux, et tout en même temps, ils ont pas eu je dirais pas une expérience, mais ils n'ont pas eu beaucoup d'hôtels de grand luxe à ce niveau-ci et à ce standing. Dans ces 50 unités, nous avons une variété de chambres, donc de classique au Grand Deluxe. Nous avons aussi 2 restaurants. Le Dinings est au fait le deuxième Dinings au monde, parce qu'il existe déjà à Londres. Et ici, on sera placé sur le 3e étage, donc avec une belle terrasse de 38 places en mode lounge. C'est un peu un petit cocon dans une ville qui est très, très électrique, très dynamique, et à la fois avoir une prestation de restauration qui se mène à un goût international et non pas toujours quelque chose qui est très tel-avivien, israélien, mais plutôt quelque chose méditerranéen, light, tout comme le japonais qui sera une superbe cuisine. Allez, on ouvre une page cinéma avec vous, Laetitia Loreni, et on va parler de ces nominations aux Golden Globes, où une coproduction franco-israélienne est en lice. Tout à fait. On le savait, ils allaient être présents pour la nomination aux Oscars, et bien on ne le savait pas. Par contre, pour les Golden Globes, Get, le film de Ronit et Shlomi El-Kabez, c'est finalement officiel, représentera Israël pour cette cérémonie des Golden Globes. Voilà, en français, c'est le procès de Viviane Amselem. Get en hébreu, et en anglais, vous
vous le voulez aussi. The Trial of Vivian Amselem. Tout ça pour dire que ça va se retrouver donc à représenter Israël aux côtés d'un film suisse, d'un film polonais et du Danemark, un film russe et un film estonien. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Ronit Shlomi Elkabetz qui jusqu'à présent ont déjà remporté l'Ophir du meilleur film en Israël. Vous nous parlez d'autres acteurs, d'autres actrices. Alors ça c'était pour la partie israélienne des nominations des Golden Globes. Bien évidemment, un bon nombre de films a été nominé. Boyhood, le film qui a été réalisé par Richard Linklater sur 12 ans et lui fait partie du palmarès. Foxcatcher, The Imitation Game, Selma. Selma, on va s'attarder dessus puisque c'est le premier film réalisé par une africaine américaine. Donc c'est la première fois qu'une africaine américaine est nominée pour ce genre de cérémonie. Donc c'est un film qui est basé sur c'est un biopic sur Martin Luther King dont on a quelques images. Je ne sais pas si on peut les voir. Non. On voit le palmarès des meilleures actrices. Très bien. Alors, Jennifer Aniston est nominée pour Cake. On en a parlé ici sur le plateau. Un film où elle s'est complètement amochée. On le savait qu'elle convoitait une position de nominée pour ces cérémonies. Ben voilà, donc elle récupère sa première nomination. Felicity Jones pour The Theory of Everything. Julianne Moore est cette année au Golden Globe nominée 2 fois dans les 2 catégories. Meilleure actrice dans un drame pour Still Alice et meilleure actrice dans une comédie pour Maps de Star de David Cronenberg. Alors, on va quand même revenir sur le premier film dont on a parlé, le procès de Vivian Amselem qui fait beaucoup de bruit en Israël. On va regarder le trailer si vous voulez bien, Laetitia. Allez-y. Non, on en regarde. Bon. Non. Eh bien, écoutez, continuez. Petit problème ce matin. Pour dans la catégorie du meilleur, le film qui a remporté le plus de nominations cette année, c'est Birdman, dont on a cette fois-ci pour sûr les images. On regarde tout de suite un extrait, on revient après. Non. Écoutez, ce matin, on l'a. I remember when I lost my mind. There's something so pleasant about that place. Even your emotions have so much space. How did we end up here in this dump? You were a movie star, remember? Wings in your bird suit, man. Ah! Hey! Try to fake me. No! Ow! Voilà pour Birdman. Birdman, donc, qui est nominé 7 fois. Michael Keaton, qui fait son grand retour, qui est nominé dans la catégorie du meilleur acteur dans une comédie. Puisqu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que les Golden Globes, c'est pas forcément la cérémonie de récompense la plus importante, mais en tout cas, c'est celle qui attire, la première cérémonie qui attire vraiment l'attention à Hollywood, juste avant les Oscars. En général, les nominations des Golden Globes ressemblent. Donne le ton un peu pour les Oscars. Pour les Oscars. Et alors, ils ont créé plusieurs catégories, dont la catégorie dramatique et comique, pour avoir un plus grand nombre de célébrités sur le tapis rouge et attirer un peu plus l'attention sur leurs films. Allez, on passe au New York Times qui finit l'année en beauté et en baiser. Alors, ça fait 5 ans que le New York Times a cette tradition. À chaque fin d'année, il prévoit un thème et puis il demande à des acteurs de mettre en scène ce thème. Alors, on a pu voir différents thèmes, dont Brad Pitt qui s'était transformé en super vilain il y a quelques années. Eh bien, cette année, c'est les bisous. Alors, ils ont demandé à 18 acteurs de se mettre en scène, à se faire des bisous. C'est tout à fait charmant. On va regarder tout de suite en image ce que ça donne, puisqu'on a... C'est pas des bisous, ça.
c'est des gros bisous. Ça s'appelle des French Kiss. C'est donc là, on a Reese Witherspoon et Benedict Cumberbatch. Ils ont pris les meilleurs acteurs de l'année pour se mettre en scène. Ah ouais, Kristen Stewart, qui elle embrasse violemment son partenaire. On a aussi bien des bisous entre acteurs du même sexe. Timothy Spall, qui est d'ailleurs complètement oublié des nominations au Golden Globe cette année. On pensait qu'après avoir reçu le prix d'interprétation masculine à Cannes, il n'a rien reçu comme nomination au Golden Globe. C'est un bisou plus léger. Et voilà pour Rosario Dawson aussi, qui embrasse sa partenaire langoureusement. C'est mignon, ça finit l'année en beauté et puis on s'attend à quelque chose de plutôt sympa l'année prochaine. On va peut-être regarder celui de l'année dernière, le Brad Pitt de l'année dernière à Moshi. Le Brad Pitt électrocuté en très méchant. Ah ouais. Ça c'était moins glamour, le thème des super villains. Des super villains. Voilà, donc Brad Pitt. Il fait peur quand même. Mais il y a une histoire derrière ces French Kiss ou c'était seulement se mettre en scène et s'embrasser? C'est juste la tradition pour faire un petit peu le buzz à la fin de l'année. Il n'y a pas forcément d'histoire particulière. C'est un thème choisi de la même manière que demander à Brad Pitt de s'électrocuter. On se demande ce qu'il y aura l'année prochaine. Non, il ne s'est pas électrocuté, mais c'est un petit peu la blague sur Internet. C'est qu'effectivement, il devait jouer un méchant et qu'en fait, on a plutôt l'impression qu'il a mis les doigts dans la prise. Merci beaucoup Laetitia Loreni, merci à vous Betsabé Salem. Restez avec nous. Dans un instant, on revient, on parlera notamment d'art avec Marie Chek. C'est dans quelques minutes, juste après le journal. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning pour cette dernière partie en excellente compagnie Marie Chek, bonjour, et de Rudy Saada. Bonjour Rudy. Bonjour. Vous allez nous parler du prochain Social Blog, votre magazine, un magazine consacré à la société, aux nouvelles générations, et cette fois vous nous parlez d'écologie. Oui, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, c'est un thème qui fait peur généralement, mais alors dès qu'on fait un sondage préélectoral, on s'aperçoit que l'écologie est un enjeu primordial pour beaucoup d'entre nous. Par exemple, 84% de Français pensent que c'est un enjeu prioritaire, mais cette semaine, le débat sur l'écologie est revenu dans la sphère médiatique, déjà en Israël, avec la catastrophe près d'Elat, où un oléoduc a cédé et où une énorme pollution jamais vue en Israël a été constatée. On parle de 6 millions de litres de pétrole qui ont été déversés dans le golfe d'Elat. Et dans le même temps, à Lima, une conférence sur le climat essaye une fois de plus de faire changer les choses. Donc on est dans ce contexte. Alors, l'écologie est une préoccupation, ça on le sait, mais est-ce que les gens sont réellement prêts à changer leurs habitudes? Eh bien, on va s'apercevoir que ce n'est pas forcément la question, parce qu'il y a un chiffre très intéressant qu'on va développer dans l'émission, c'est que seulement 3% de nos déchets ménagers représentent les déchets mondiaux, la pollution. C'est-à-dire que toute la responsabilité est sur l'industrie, et on a tendance un petit peu à penser que finalement les citoyens doivent changer leurs habitudes, que les citoyens doivent modifier, renoncer à certaines choses. Vous avez renoncé, vous, à certaines choses? Alors, dans un premier temps, oui. Mais par exemple, quand on est un petit peu fatigué de faire le tri, on se dit, c'est pas grave. Et après, on pense à ce que fait l'industrie pétrolière pour un petit peu échapper à la culpabilité. Mais dans les faits, c'est vrai. C'est-à-dire que les États ne sont pas assez forts pour pouvoir faire pression sur les industries. Donc, le citoyen a l'impression d'être responsable de ça, alors qu'il n'est pas forcément responsable. Mais en fait, ce qui est plus en cause, en fait, on va le voir dans l'émission, c'est la culture, le cycle de la consommation, du consumérisme. Et c'est l'idée c'est ce que pense Sivan, c'est notre témoin dans le reportage. Elle organise des visites guidées des poubelles de Tel Aviv et d'ailleurs en Israël pour se faire rendre compte à des groupes de ce que nous gâchons, de ce qui est possible de faire. Et notre reporter Yael Gatton l'a suivi pendant une journée et vous allez voir un petit peu un tour des poubelles de Tel Aviv avec Sivan. Eh bien écoutez, on a hâte. On peut regarder un extrait là? On va regarder un extrait, on regarde un extrait tout de suite. Voilà juste des sacs, même pas ouverts. Certes, Sivan Rubin fouille dans les poubelles, mais il s'agit là d'une étude socio-écologique. Beaucoup de ces ordures auraient pu être recyclées.
Sivan est une femme engagée dans la défense de l'environnement. Elle vient de lancer un nouveau projet, des tours organisés dans tout Israël pour explorer l'ébène à ordures. Fouiller dans les poubelles, c'est comme regarder dans un miroir qui reflète notre mode de vie, ce que nous consommons et ce que nous jetons. Les ordures dégoûtent les gens, mais en regardant de plus près, on peut en découvrir beaucoup sur nous-mêmes, sur notre culture et notamment sur notre consumérisme. À cette télé à tube cathodique, personne ne veut la réparer. Si vous voulez la faire réparer, on vous rit au nez, on vous dit qu'il vaudrait mieux en acheter une nouvelle. Je trouve ça complètement fou. Réfléchissez un moment. On a inventé un verre en plastique qu'on est censé utiliser pendant une vingtaine de secondes. Une seule fois peut-être. Si on réfléchit à la quantité d'énergie, de main-d'œuvre et de ressources nécessaires pour un seul verre, c'est fou. C'est assez incroyable. C'est plein de sacs en plastique. Les gens les gardent sous leur évier pour le jour où le plastique aura disparu. Et puis un jour, ils les jettent tous parce qu'ils ont pris trop de sacs. Nous allons dans un endroit qui m'inspire particulièrement, du côté de Irie, qui est la montagne d'ordures de Tel Aviv. À regarder dans son intégralité, donc dans Social Blog ce week-end. Où en est Israël finalement au niveau de l'environnement, Rudy? Alors il y a plusieurs paradoxes. Alors d'un côté, Israël représente dans certains domaines la pointe, c'est-à-dire par exemple dans l'économie de l'eau, et par contre dans l'économie des pesticides, il est leader dans l'économie de l'eau, et dans les pesticides, c'est le pire pays au monde dans l'utilisation des pesticides. C'est-à-dire que la culture du développement en Israël, la culture de la croissance fait que on met l'accent sur tel ou tel enjeu écologique, mais pas sur une globalité. Et puis il y a aussi un autre paradoxe, mais qui se partage dans tous les pays occidentaux, c'est-à-dire que les jeunes ne pensent plus aujourd'hui, seulement 25% des jeunes israéliens pensent que l'écologie est vraiment prioritaire, alors que leurs aînés sont à plus de 50% à penser que c'est vraiment prioritaire. C'est-à-dire que c'est un enjeu qui a un petit peu disparu des jeunes générations. Ouais, on peut le comprendre en voyant la situation sécuritaire et politique en Israël. Évidemment. Ça passe avant l'écologie, mais très intéressant. Donc à suivre dans Social Blog ce week-end. Merci beaucoup, Rudy. Merci à vous. Cette semaine, donc, nos caméras ont également suivi l'avenue de la Flûte Enchantée dans une petite ville pauvre du sud d'Israël. Et vous allez le voir, ce qui devait être une très belle idée sociale a laissé un goût amer dans la ville. Regardez ce reportage signé Sandy Fortis et Daniel Campos. Dimona est l'une des toutes dernières villes avant le désert, une petite agglomération au sud d'Israël qui accueille année après année des immigrants, une population plutôt modeste venue d'Afrique et du Moyen-Orient qui vit là sous un soleil écrasant et bien souvent loin des préoccupations gouvernementales. Dimona, c'est aussi la fameuse ville du réacteur nucléaire que le monde entier a découvert avec l'affaire Mordechai Vanunu. Forte de 34 000 habitants, la petite ville pauvre, selon l'establishment tel-avivien, croule sous les clichés, la plupart du temps négatifs. Pourtant, depuis 1969, elle est le foyer des Black Hebrews qui voient en elle le centre spirituel du monde. Depuis leur arrivée, Dimona lève la tête. Son nouvel atout, c'est la musique, gospel, funk, soul. Et aujourd'hui, le classique, les jeunes se sont initiés à l'opéra. Nous avons suivi cette semaine la coproduction de l'opéra israélien parrainé par le ministère de la Culture israélien. Des chanteurs professionnels de l'opéra sont venus spécialement de Tel Aviv pour présenter la Flûte Enchantée de Mozart aux côtés de talents locaux, un show qui a demandé des mois de préparation. Pour la plupart des enfants, c'était leur première fois dans ce registre. C'est un nouveau style de musique pour moi, mais j'aime bien les voix aiguës, c'est joli. De leur côté, les chanteurs professionnels ont découvert le travail avec les enfants. Quand on voit ces gamins faire tous ces sauts, c'est très impressionnant. Ils sont très curieux et ont beaucoup de talent. L'objectif de cette opération était aussi de délocaliser l'opéra de Tel Aviv et le rendre accessible à tous les publics. Cette forme d'art est encore plus grande que la vie. C'est pour ça que certaines personnes n'accrochent pas. Mais quand on s'y intéresse un peu, ça parle à tout le monde. C'est nouveau pour moi. C'est trop beau, j'adore.
Cette représentation de la flûte enchantée n'est ni un remake, ni une parodie, mais simplement une adaptation de l'opéra joué en hébreu. Moi, je danse et je fais des sauts. Moi, je danse, je fais des sauts et je vais aussi apprendre à chanter un peu. Cependant, l'idée si belle au départ a créé un malaise chez certains spectateurs, en cause la distribution des rôles en fonction de la couleur de la peau des acteurs. Je n'ai pas aimé ce qui s'est passé avec nos acteurs. La plupart avaient de belles tenues, mais les nôtres étaient en guenilles. Musiciens de talent et chanteurs professionnels ont dirigé les enfants pour les préparer à 3 représentations. Avec de la discipline, ces jeunes artistes ont une fois encore prouvé que la ville de Dimona renferme de jeunes talents, une jolie mosaïque de toutes les couleurs. Allez, on ouvre une page d'art avec Marie Sheck que l'on retrouve chaque semaine sur le plateau du Morning. Bonjour, rebonjour Marie. On va parler d'Erez Israeli, un artiste israélien qui est en ce moment à Berlin, en Allemagne, à la Bethanian Künstlerhaus, qui est un monument historique, n'est-ce pas? Tout à fait. Erez Israeli est un jeune artiste dans la quarantaine qui était en résidence à Berlin il y a quelques mois, et qui a rencontré le directeur de la Bethanian, qui est le Kunsthaus, la maison de la culture, dans un bâtiment énorme, et qui lui a offert de participer à une compétition d'artistes qui ferait un grand mural sur la façade extérieure de ce bâtiment. Il a gagné la compétition et il a fait une sorte, vous voyez la murale. Alors, ce bâtiment appartenait à Léo et à son frère Israël. Ces 2 frères qui s'appelaient les frères Israël, Félix et Léo Israël, qui en 27 ont dû quitter le bâtiment à cause de la montée du nazisme. Ce bâtiment était le centre de la lumière. Il créait des luminaires art déco très chics. Déjà à l'époque. En 27, le frère meurt, un des 2 frères. L'autre disparaît. On n'a jamais su quel a été son destin. Ça devient un centre culturel où on invite des artistes du monde entier, où il y a une très belle galerie dedans, où on vit l'art à international. On invite donc Erez Israel, qui est en général un sculpteur qui parle toujours de la mémoire, de la souffrance, de la commémoration. Là, il a pris les mots Félix Israël. Il n'a pas voulu les mettre un à côté de l'autre, faire une illustration des noms, parce que d'abord la neighborhood est devenue très hardcore là-bas. C'est ce que vous me disiez, c'est d'autant plus intéressant que c'est un quartier extrêmement problématique. C'est un quartier très néo tout, quoi, néo un petit peu nazi, anarchiste, très, très extrémiste. Donc on ne pouvait pas vraiment écrire les noms Israël. Donc il a peint les lettres, les 12 lettres Félix Israël, il les a peints et cachés, il en a rendu une sculpture, je dirais, pour à la fin laisser. Vous voyez, Israël, Félix, on peut lire là tout de même. Vous voyez, c'est ça l'évolution. Et à la fin, il a gardé le I, et dessus, il a fait la dernière en bas, vous voyez, la verte. Et il met le X. Le X, non seulement est une des lettres de Félix, mais aussi pour dire que le nom a disparu, que l'homme a disparu. C'est en fait une absence-présence, je dirais. Je lui ai demandé, quant à la couleur, il a très peu travaillé avec la couleur, je lui ai demandé, il a dit qu'il a fait une vraie vérification de la couleur qui tiendrait dehors. Il a voulu les rendre néons, il a voulu que ce soit florescent. À la fin, on lui a dit que non, que ça ne serait pas bien pour le neighborhood. Mais tout le contour de ces 2 lettres est un peu illuminé, donc le soir, on voit le contour, et c'est vraiment dans cette maison. Comme des graffitis au-dessus. Oui, il y a beaucoup de graffitis autour que lui a voulu garder, l'artiste, pour montrer, voilà, c'est lui l'artiste. Je pense que c'est très très fort parce qu'on ne peut pas l'ignorer, c'est grand. Et on ne peut pas ignorer l'histoire. C'est-à-dire que cet Israélien, ce jeune Israélien qui vient dans cette ville très, très, très à double tranchant, je dirais, installe un peu ce côté israélien, je dirais la couleur, la légèreté du côté israélien, mais avec une telle symbolique et un tel double tranchant. Donc à suivre en ce moment, c'est même à la Bethanian Künstlerhaus à Berlin. On va faire un autre Israélien. On voit de tous côtés. On va regarder tout de suite un autre Israélien, c'est Moshe Gershuni, très très connu, Israélien, qui lui aussi expose à Berlin. Voilà, notre Moshe Gershuni, notre artiste national, et toujours en vie, quel bonheur.
né en 1936. Ses parents sont venus d'Allemagne dans les années 20. Il naît en 1936 et il nous crée une des plus grandes expos qu'on n'a jamais eues de lui et d'un artiste israélien. C'est sa seule exposition, il me semble, la C'est première la plus solo. grande exposition que Moshe Gershuni, toujours vivant, qui a reçu le prix d'Israël et tout, a fait en Allemagne, sûrement. Et ça se passe à la Neue Galerie nationale de Berlin. C'est un bâtiment magnifique que Mies van der Rohe a créé, une architecture, dans un endroit meurtrier, où c'était le centre des envois, donc là aussi très chargé. Et Moshe Gershuni fait une création. Le directeur de la Neue Galerie vient en Israël il y a quelques années, voit une magnifique rétrospective de Gershuni, tombe amoureux de lui et commence un dialogue extraordinaire, intellectuel. Moshe Gershuni est conceptuel. On voit les trois gammées. Il touche tous les tabous. Je pense qu'on doit dire deux choses principales. Il touche le sacré et le profane, la victime et le bourreau, le beau et le moche, l'hébreu et Hineni, c'est moi. Il a peur de rien. Il a fait toute une série de Judenporzellan, la porcelaine juive, qui était interdite aux juifs. On les laissait. Toute la personnalité des juifs était mal. Mais un mot peut-être justement sur ces artistes israéliens qui exposent en Allemagne. Il y a toujours une référence au passé, bien sûr, à l'histoire juive. On ne peut pas regarder les swastikas qui sont montrés maintenant à Berlin, 70 ans avant. Je veux dire, ils nous ont laissé. Ils l'ont laissé montrer ce qu'eux ont créé. C'est toujours un devoir de mémoire, finalement, ces artistes israéliens. C'est pas un devoir, c'est dans ton DNA. Si tu as grandi dans la culture européenne, si tu es tellement imbibé... Moshe Gershuni est un des plus grands musicologues vraiment de l'art israélien. Et je dois dire une phrase d'Adorno. To understand Beethoven is to understand Europe, but Europe is also a chimney. Alors en français, ça ferait, pour comprendre Beethoven, il faut comprendre l'Europe, mais l'Europe est aussi une cheminée. Et ça, je pense que dans la création de Gershuni, fort, expressionniste, il touche à tous les tabous, et donc il nous refait vivre cette atrocité qu'on n'a jamais et qu'on ne pourra jamais comprendre. Mais je pense qu'en exposant un artiste israélien de sa taille, aujourd'hui en 2014, quand il est dans ses années 80, c'est un énorme honneur pour lui et pour nous en même temps, parce que lui ose tout dire. À travers lui, on a la vérité d'Israël. Donc cette exposition tout à fait, qui est en ce moment également à la National Gallery de Berlin, No Father, No Mother. Et tous les deux artistes appartiennent à la galerie Givon, la galerie Givon à Tel Aviv. Merci beaucoup Marie Scheck, merci Rudy Saada et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous dès lundi matin, même heure, même endroit pour un nouveau morning. En attendant, passez un excellent week-end à tous.